Yo la mif wagwan. Aujourd'hui, on se fait une petite pause dans notre tour du monde de la weed pour un format plus chill made in Paname. Un canapé, un invité, des spliffs et une belle tranche de vie. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Fodje Sissoko. Homme d'actualité, de vidéos et d'humour noir, le comédien du 9-4 a accepté de se poser avec nous pour revenir sur son parcours. Alors, roulez-vous un petit quelque chose, servez-vous à boire et posez-vous confortablement parce que ça va commencer. Salut Fodje, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ça va et toi? Ça roule, ça roule. C'est Fodje Sissoko pour Wagwan. Ici Fodje, ça c'est notre micro, donc je te tends le mic et il faut que tu le filmes comme quand tu filmes le mic sur scène. Ok, pas de problème, je me lance. Ça va ou quoi, tranquille? Qu'est-ce que tu racontes de beau, le Fodje? On est là, franchement, ça se passe tranquillement. Là, je suis en mode stand-up à fond. Là, je commence un petit peu à reprendre les vidéos sur les réseaux sociaux. Je sais pas si ça se voit, hein, mais je commence un petit peu à faire des vues, tranquillement. Doucement. Je fais mon petit retour en catimini, tranquille. On me voit un peu tranquillement. Doucement, ça monte. Va. Ouais, ça va. Doucement. Ça monte. Doucement. Et justement, on va y venir. Est-ce que tu te souviens de ton premier spliff? Ouais, je m'en souviens Allez. très très bien même. C'était en 2011, j'étais dans la voiture, je crois qu'on était pas loin du Colorado, un truc comme ça. Ah, ça commence bien Ouais, déjà. ouais, c'était au State, à la base, 2011, j'étais contre ça. Contre. Genre en mode, ouais, non, vas-y, après je vais être en bas du bloc à fumer des joints et tout, nanana. Mais vas-y, hein, j'étais au Colorado et plus d'argent. Et là, il y a un joint qui tourne, j'ai dit, bon, bah, il faut quand même s'amuser. J'ai tiré une latte et franchement, c'était une soirée incroyable. Incroyable. J'avais 3 $ dans ma poche. On est parti dans un casino. J'ai perdu mes 3 $. Bien sûr, bah ouais. Après, j'étais avec Balou. Je lui disais, vas-y, s'il te plaît, prête-moi 1 $, il faut que je joue. J'étais défoncé. Je faisais que de rigoler. Franchement, ben voilà. Et après, j'ai recommencé le lendemain. Après, je suis rentré en France. J'ai dit, non, je fume pas en France, je fume qu'au State. Ça a duré une semaine. Hein. Après, je me suis mis dedans. Et aujourd'hui, mon ref, t'es quel genre de fumeur? Bah, aujourd'hui, je temporise. Là, maintenant, j'ai vraiment un rapport méditatif. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais Ouais. je le prends comme un outil. Plus comme un truc, vas-y, récréatif. Ouais, non. Maintenant, j'essaye de diminuer le truc et t'as tous les effets. Ton esprit, il peut se balader. Donc, j'ai diminué drastiquement ma consommation parce qu'à à cette époque-là, là. Après, quand j'ai commencé, là, j'étais à du 10-12 par jour. Hein. Ah ouais, le matin, j'en roule 4. J'allais au taf, j'en avais 4 dans ma poche. J'en avais un pour quand j'arrive juste devant le taf, un pour 10 heures, parce qu'il y a la pause de 15 minutes. Bien sûr, bah ouais. Petit café. À midi, j'allumais avant de manger, après je le finissais après manger. 15 heures, j'en avais un, et pour le retour. Et après, j'ai rentré chez moi. Je jouais à la play, je calculais même pas ma meuf, j'étais là. Ouais, tu fais que ça, ouais. Vas-y, tiens, roule-toi un joint. C'était pas bon. Alors, justement, tu ne sais pas que ça, j'espère Ouais. bien. Non. Et est-ce que la bédave, ça t'aide à écrire? Ça dépend. Parce qu'en vrai, quand tu fumes beaucoup, non, ça t'aide pas du tout. T'es tout le temps en fonce-dé en vrai. Mais quand tu poses, tu fais ça doucement, tranquille et tout. Genre, vas-y, maintenant je suis à 1 joint par jour. Des fois, je fais 3-4 jours, je fume pas. C'est rare, mais ça arrive. Mon esprit, il voyage plus, je suis plus ouvert, tu vois. Mais je vais pas dire que ça m'aide à écrire. Ça m'aide pas à écrire, parce que même quand je suis sobre, ce qui est rare aussi, bah, j'écris tout le temps et j'essaye tout le temps d'être marrant, en fait. Et le cannabis, c'est un sujet qui est quand même très présent dans le milieu artistique. Ouais. Par exemple, dans la musique, c'est un thème beaucoup utilisé. Ouais. Est-ce que c'est un bon sujet pour faire du stand-up? Ouais, j'avais un petit sketch là-dessus, ouais. Ça fait rire. Et en vrai, pour avoir fait beaucoup de villes, en France, ça consomme. Ah là, en France, ça consomme de fou malade, mais tout le monde, hein. Dans les grandes villes, dans les petits villages, Mais dans les- partout. Dans les petits villages. Numéro 1 Europe, les frangins. Dans les petits villages, ils font pousser. Bah, bien sûr. Oh là, mais ils ont des trucs. Je dis, mais attends, mais il faut légaliser. On va dépasser les États-Unis, tout le monde. T'imagines, t'as vu le champagne qu'on fait? Ou le vin, les trucs de bien fou, sûr. les je sais pas quoi. Non, laisse tomber. Voilà, donc en plus là, il y a des dettes, apparemment. Apparemment, tout à l'heure, on parlait d'étiquettes et le cannabis en France est souvent associé à la banlieue. Quelle place a le cannabis en banlieue? J'ai toujours vu ça. J'ai toujours vu, mais même dans ma famille, hein.
Franchement, vraiment très très jeune. Hein. Je sais pas, j'ai 6-8 ans. J'ai mes oncles, ils ont des sacs de bœufs, des sacs poubelles remplis, que de la bœuf. Ils m'assoient dessus. Attends, ça fumait, j'étais dans des petites chambres comme ça. Ma mère, elle m'emmenait là-bas. J'ai toujours vécu entouré de ça. Donc personnellement, moi la bœuf, je trouvais pas ça mauvais. J'avais plus de réticence par rapport au chichon. Mais là, ils ont fait des progrès absolument. Oh là là, avec le filtré. Ouh, ouais, ouais. Mais j'avais un voisin qui habitait en bas de chez moi. Je peux pas dire son blaze. Il m'a fait goûter le filtré plusieurs fois là. Le filtré 3 fois. 1, 2, 3. Non, sincèrement, c'était la première fois que je fumais ça. Alors? Mais j'ai cru que j'étais bourré. Réponds. Je suis rentré, j'ai dit bébé, ça va? Elle m'a dit qu'est-ce que t'as là? Donc nous, dans mon quartier, voilà. Peace. Bon, on va dire que dans mon quartier, on consommait quoi. On n'était pas, on n'était pas dans le business. Fournisseur, toi t'étais. Ouais. Non, j'ai jamais vu de rix par rapport à ça ou de trucs comme ça. Après, moi, je viens du 9-4, donc c'était un petit peu calme. Mais mon quartier, on n'était pas beaucoup, on n'était pas trop dans les embrouilles parce que tout le monde était plus que nous. Mais bref, c'est pas ça c'est pas ça le sujet. On dit que voilà, ça a une place dans la banlieue, mais moi, je suis allé dans les villages. Et la vraie place de la weed finalement? Elle est partout. Partout en France, ça bédave un truc de malade. Tout le monde s'est roulé. Même les petites vieilles que tu vois, tu dis, oh, elles fument de ouf. Mais c'est pas possible. Avec les enfants, tout nanana, tu vas là-bas, tu te prends un petit 10 ou je sais pas quoi. C'est tout le monde, tout le monde. Bah là, avec les montées des extrêmes de tout, bah les gens ils veulent se fumer un petit, hein, ils ont raison. Hein. Chez Wagwan, on veut montrer que les fumeurs de weed ne sont pas que des fumeurs de weed. Bah exactement. Alors, on va parler de ton histoire perso et on va commencer par le début. Ok. Et le début de ton côté, il est pas facile, faut dire, non? C'est très difficile. C'est pour ça que je cherche tout le temps à rigoler. Vraiment, hein. Bon, après, quand je dis c'est très difficile, c'est à mon échelle. Voilà, c'est ma souffrance. Et justement... Fodje, Ouais. donc tu as grandi sans ton père, mais avec un beau-père. Comment on vit ça? Bah, au début, je savais pas que mon beau-père, c'était pas mon père. J'ai cru que c'était mon père. Et après, un jour, il me l'a dit. J'ai compris plein de choses parce que, il agissait un peu bizarrement. Il agissait pas comme le papa qui est écrit dans le dictionnaire. Au début, je me suis senti un peu triste. Et après, j'ai cherché un autre daron. Hein. Au début, à un moment, c'était 50 Cent. Voilà, hein, 50 Cent, il est arrivé. Get rich or die trying. Ah là, j'ai commencé à mettre les habits larges, à mettre des bandanas. Et vas-y, hein. J'ai commencé à grandir. Et après, tu changes de daron. Quand 50 il a fait moins de son, j'ai changé de daron. Hein. Et après, quand j'avais plus besoin, bah, j'ai rencontré mon père biologique. Et là, on a une relation à distance. Voilà, on s'appelle de temps en temps. On s'est vu une fois. Je suis allé au Sénégal, là, il y a 3 ans maintenant. Il est passé à l'hôtel. Et c'est après que je l'ai rencontré, je marchais des fois dans Dakar comme ça, et paf, je me mets à pleurer. Je dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Je savais pas ce qui se passait. Et en fait, si tu veux, bah, je pense que c'est un petit peu tout qui est remonté. Hein, le fait que 50 Cent soit pas mon père, en fait. Non, je rigole. Et je pense que ça a fait du bien. Et puis voilà, maintenant, on a une relation cool. Hein, on s'appelle de temps en temps, il regarde mes vidéos. Il est fan du Real Madrid. J'ai pas grandi avec une famille normale. Genre, ils étaient pas câlins, ils étaient pas... Bref, c'était bizarre, quoi. Après, c'était marrant de fou, quoi. Parce que mon beau-père, si tu veux, il sait pas lire, il sait pas écrire. Ah non, mais j'en profitais, hein. Je lui ramenais mon carnet, tiens, signe. Il signait. Avec la daronne, c'était un petit peu plus compliqué parce que, vas-y, si tu veux, la daronne, elle a été obligée de s'occuper de tout le monde. Après, le truc qui était marrant, c'est qu'à la maison, on s'apitoyait jamais sur notre sort, quoi. J'ai toujours essayé d'en rigoler. Après, il y a des fois où, vas-y, tu flanches un petit peu, mais quand je flanche, je rigole parce que j'ai flanché. C'est ma façon à moi de guérir les choses, on va dire, de faire face aux choses. Tu parles de guérison, et pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait des mots. Et malheureusement, en travaillant l'interview, on a cru comprendre qu'il y avait un petit peu de violence à la maison. Ah oui, mais ça c'était quotidien. Hein. Après, moi j'ai grandi. Franchement, c'était un couple qui, les deux, en avaient gros sur la patate. D'un côté, mon beau-père, il servait à rien, il n'avait pas d'oseille. Ma mère, elle rentrait du taf avec les courses. Et lui, il est là, c'est censé être l'homme. Comment il fait pour montrer qu'il est un homme? Coup de poing. C'est comme ça qu'il faisait, lui. Donc,
Puis après, ma mère, elle se laissait pas faire non plus. Hein, donc après, elle leur envoyait le coup de poing. Voilà, hein, c'était la bagarre. Et justement, quand on est aussi petit Ouais. et qu'on fait face à des adultes qui se déchirent, aussi bien psychologiquement ou physiquement, Ah, mais comment on fait? Ça fait peur, hein. Quand t'es petit, là, et qu'il y a des adultes qui se battent, ça fait peur. Parce que leur visage, il change. Tu vois, pour un enfant, tu vois toujours les adultes en train de sourire ou à la limite être en train d'être sérieux. Mais quand ils sont en train de se battre, c'est la haine. Et un enfant, il n'est pas habitué à voir ce genre de truc. Je me cachais en dessous de la table, j'étais là, je tremblais, j'étais apeuré, quoi. Je pense que ça m'a forgé. T'es confronté à des trucs comme ça aussitôt. Heureusement, ça m'a forgé dans le positif. Je pense qu'il y a des revers négatifs aussi à ça, qui sont dans ma personnalité. Moi, j'aime pas me mettre en colère. Tu vois, j'aime pas du tout mettre les gens en colère. Et toi, t'étais quel genre d'élève à l'école? Bon, le clown, ça je m'en doute bien. Le clown de ouf, insolent, parce que les adultes avec qui j'ai grandi, ils n'étaient pas forcément des gens de confiance, donc j'avais une méfiance envers toute autorité. Donc ça veut dire une méfiance et une défiance. J'aimais bien pousser les... Enfin, oh là là, comment j'aimais bien quand le prof, il était vénère et qu'il savait plus quoi faire. Ah, mais ça m'excitait. Je le regardais comme ça. Je disais, tu sais, tu peux rien faire. Parce que j'ai pas fait une assez grosse bêtise pour que tu me vires. T'as juste le seum parce que j'ai mal à la gorge et je tousse toutes les 30 secondes. Bon, du coup, quelle a été ta vraie première passion, Fodji? C'est la danse, je crois, non? Ouais, j'ai toujours dansé, j'avoue. J'ai toujours été bon danseur. Ouh. Ouais, j'ai toujours su bouger les reins. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Hein. En vrai, à la base, j'avais pas de style, genre de couleur de danse. J'étais pas dans une T'étais spécialité. danseur volant. Voilà, tu vois. J'étais le mec qui arrive en soirée et dès que le rond il se forme, je mettais le feu. Je mettais le feu au milieu et là, il y a personne qui voulait passer après. Hein. Danse du bled, je faisais du breakdance, hip-hop. Et après, je me suis spécialisé dans le crump, sans le vouloir, hein, en vrai. C'est un mec qui m'a dit hey, « ce que tu fais, c'est du crump ». J'ai dit « ouais, je sais, mais je savais pas en vrai ». Alors, justement, Fodji, explique-nous ce que c'est le crump, s'il te plaît. À la base, je savais même pas ce que c'était. Je tape crump sur YouTube, je vois, il y a v'là les crumpers, il y a v'là des gens qui font ça. Je me dis, ah ouais, putain, je vois qu'il y a un film carrément qui est sorti. Rise, du coup, je me tape Rise, après je regarde des Step-In. Le 1, là, avec Chris Brown, là, Méchant. il meurt dedans, non? Je sais pas, pour moi, il danse, c'est sa chante. Ouais, mais je crois qu'il meurt dedans. Ouais. Eh ben, tant pis pour lui, voilà. Dans le film, hein, dans le film. Ouais, non, mais oui, évidemment, évidemment. Après, j'ai rien contre lui. Hein, mais Tranquille, bon. tranquille, ouais. Tranquille, on n'a rien contre lui. Non, j'ai un peu souffert de... La patate et Rihanna, et d'ailleurs, on t'excusera jamais. Voilà, mais bon, elle est heureuse maintenant. Oh. Ça m'a permis aussi de voyager grâce à ça. Je suis parti en Allemagne, je suis parti en Pologne. En Pologne, je suis allé donner des cours. Ils en avaient besoin. C'est par le crump que tu rencontres Balou, Ouais. une personne qui va compter dans ton début de carrière. Dans ma vie même. Comment s'est fait cette rencontre? Déjà, pour te dire, quand j'ai vu sur Internet que, vas-y, il y avait des gens qui crumpaient et tout ça, je suis tombé sur la scène parisienne. J'ai vu où ils se réunissaient, là, à La Défense. J'y suis allé et il a dit, bon, qui veut danser contre moi? Tout le monde a commencé à chuchoter. Et moi, je ne connaissais pas. J'ai dit, c'est quoi, pourquoi les gens chuchotent? J'ai dit, vas-y, moi. Tout. Oh, wow. Même les potes avec qui je suis venu, j'ai dit, vas-y, ils sont deux, viens, on danse. Non, j'ai mal à la jambe. Apparemment, mon audace l'a surpris et moi, le fait que je le prenne comme un mec normal, je pense que ça s'est fait comme ça, la connexion. Et après, on était tous les jours ensemble, hein, tous les jours. Que ça soit dans la danse, dans la vie. Ensuite, Balou t'appelle de temps en temps pour être un élément comique dans son émission. C'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Tu peux nous expliquer ton rôle dans tout ça? En vrai, je le voyais comme un service que je rendais à mon pote. Si t'as une idée, viens, il y a Gradure. Vas-y, je viens avec un boubou, je fais le marabout, je trouve un truc, je fais n'importe quoi. Et après, j'enlève mon boubou, je rentre chez moi. Mais j'ai taffé la journée avant, quoi. Ouais. Je viens pour rigoler, quoi. Et est-ce que,
T'avais déjà en tête le fait de faire de l'humour avant ça? Pas du tout. Vu que l'école, là, j'ai quitté tôt, il fallait que je trouve un taf, je pouvais pas rester chez moi. Donc j'avais pas le temps de me lancer dans un truc artistique qui allait pas tout de suite rapporter, quoi. Et t'as fait quoi comme taf du coup? Ouais, j'ai fait livreur de sushi. C'était mon premier taf. Téléprospection, truc de panneaux photovoltaïques. J'ai dû arnaquer des gens. Je suis désolé. En parallèle, bien sûr, tu avançais sur tes projets perso, les vidéos. Et comment on gère cette double vie dont tu parlais tout à l'heure? Parce que faire des périscopes de voyance en direct du taf, c'est pas une vie. En vrai, à cette époque-là, c'était une dinguerie parce que il y a une nouvelle application, tu connais pas Periscope. Ah ouais, vas-y, fais voir. Je me lance dessus, je lance un live, 150 personnes. Et vas-y, là, il faut dire des trucs pour que les 150 personnes ils restent ou Ils rigolent, ils ouais. mettent MDR ou. Je me suis dit, bah en vrai, putain, ça va vite et ça fait rire les gens. Il faut que je me lance, quoi. Mon frérot, petite question avant de continuer. Comment il va le poteau des chips? J'ai pas trop de nouvelles de lui, mais il est tombé. Hein. Et quand est-ce que tu as arrêté ton job pour te consacrer à cette carrière artistique? Novembre 2016. Je taffais dans une entreprise qui s'appelle vendezvotrevoiture.fr. À la base, je suis rentré là-bas en 2015 en tant que télévendeur. Ensuite, j'ai évolué en tant que commercial. Putain, je touchais bien là. Je touchais du 2008. Fixe 1005. Prime, je faisais des primes de 1300. Mais j'appelais. Mais là, t'étais motivé. Ils ont fermé mon truc et ils m'ont remis en mode télévendeur. J'ai quitté ce taf-là et vas-y, je me suis dit, en vrai, ça sert à rien de réessayer à évoluer. Ils peuvent fermer encore un service et je vais me faire virer. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. J'ai croisé un mec, il s'est fait virer. Et tu disais que par rapport aux vidéos, il y a eu un moment où tu étais obnubilé par le fait de poster. Il fallait que tu postes. Comment on se rend compte qu'on est obnubilé par le fait de poster? Bah, en vrai, tu t'en rends pas compte tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur à qui tu tiens, il te le dit, quoi. Moi, c'est un pote, il me dit bon, bah vas-y, viens, on se pose, mais vas-y, tranquille avec tes trucs, là. Et je l'ai mal pris. Et du coup, je me suis rendu compte que je vivais un petit peu dans le virtuel, quoi. Ouais, c'est dangereux, hein, ce délire-là. Surtout que maintenant, c'est monétisé. Donc maintenant, là, il y a des gens, ils sont... C'est un boulot, quoi. Ah, mais c'est un boulot. Et puis, les gens, ils ont besoin maintenant d'être obnubilés et d'être dans les réseaux pour vivre maintenant. C'est dangereux et c'est vicieux. Fodje, tu disais, je te cite, hein, « Je suis devenu tout ce que je détestais en faisant des vidéos. Faire des vidéos, exposer sa vie, c'est un truc de bouffon. » Il fallait obligatoirement passer par là où tu avais d'autres options pour faire différemment. Ouais, il y a toujours d'autres chemins qui sont possibles, mais je suis passé par là. C'est vrai qu'en faisant ça, je suis devenu un vrai bouffon. Faut se dire la vérité. J'étais obnubilé par les vidéos. Des fois, je pensais à faire des vidéos. Les gens, ils me disaient, mais frérot, t'es malade ou quoi? Je disais, mais quoi, c'est marrant. Et voilà, donc, ouais, c'est un moment que je regrette pas. Il fallait que j'aille jusque-là pour voir les limites. Hein. Un jour, j'ai fait une vidéo, ils l'ont supprimé des réseaux sociaux. C'est à l'époque où H&M, le petit singe, là. Je suis allé chez H&M, j'ai fait le singe. Tu vois, donc c'est n'importe quoi, c'est les bêtises. Donc maintenant, c'est plus réfléchi, c'est pertinent. Monsieur a lu, monsieur a fait des bonnes conneries, il a pleuré. Et maintenant... C'est calmé, monsieur, c'est calmé. Non, non, quand même pas. Du coup, mon ref, on va rentrer dans le sérieux. Vas-y. Le professionnel, Ok. ton métier, Ouais. l'humour. Ouais. Aujourd'hui, ton vrai métier, c'est la scène. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Bah, la première fois que je suis monté, hein, j'ai kiffé. Et après, toutes les fois où j'ai raté, j'ai eu encore plus envie d'y retourner. Donc, c'est ça qui est challengeant, tu vois. Donc, tu sais tout de suite si ce que tu fais, c'est de la merde ou pas. Et tu peux nous raconter ta première scène? Je crois que c'était dans un lieu assez atypique. Ouais, une église scientologique dans le 17e. En gros, je me suis inscrit comme ça, hein, au hasard, hein, sur Internet. Et je suis arrivé complètement enfumé. Tout le monde sentait. Et je t'avoue que j'avais rien préparé. Je me suis dit, bon, bah, on va voir si déjà je suis marrant. Je verrai ce que je dirai sur scène. Et arrivé sur scène, je leur ai dit, bon, bah, ce qui paraît, je suis marrant. Ils ont tous rigolé. Et à la fin de mon passage, tout le monde a applaudi. J'ai dit, quoi? Le fait qu'on m'applaudisse, chance du débutant, eh bah,
Je me suis dit, mais c'est une dinguerie ce métier-là. C'est quoi ça? Après, au début, je me suis dit, putain, c'est ça qu'ils font, Jamel et Thomas et tout. Oh là là, ici. Mais là, je vais bientôt devenir millionnaire. Regarde, première fois, je fais rire tout le monde. Et c'est terminé. Et après, j'ai commencé à m'inscrire dans plusieurs scènes et tout, sans rien préparer. Jusqu'au jour où la chance du débutant, elle est partie. C'est une dinguerie quand personne rigole. Hein. Justement. Je m'en souviens très très bien. Personne n'a rigolé. Il n'y en a qu'un seul qui rigolait du début à la fin. Même mes potes qui étaient là, ils n'ont pas rigolé. Ils m'ont dit, mais voilà, on t'a dit de te préparer. Carrément, le lieu, ils m'ont envoyé un mail. C'est une dinguerie. Ils m'ont dit, je suis venu chanter la bœuf et qu'il fallait que je respecte le métier. J'ai dit, ah ouais, faut travailler en fait, faut écrire des blagues. Et du coup, j'ai commencé à écrire des blagues. J'ai commencé à écrire des blagues, à prendre le métier au sérieux, à me renseigner là-dessus, à faire mes devoirs, à regarder tous les spectacles, que ce soit français, anglais, vietnamien. La dernière fois, je me suis tapé un spectacle vietnamien et un brésilien aussi. C'est le même rythme. C'est la même musique à chaque fois. Donc c'est marrant. Avant de découvrir tout ça, c'est quoi tes références et tes inspirations dans l'humour? Dans l'humour, c'est plutôt américain. De base, moi j'ai grandi... Non, dans l'humour, en vrai, c'est plutôt américain, africain. J'ai grandi en regardant Gou, en regardant tous les humoristes de l'Afrique de l'Ouest, guinéens, burkinabés, maliens, ivoiriens, et puis après les Américains, Eddie Murphy, Martin Lawrence, Chris Tucker, Patrice O'Neill, des gens bien drôles. Mais pour moi, mon influence dans l'humour, en tout cas dans le stand-up, c'est Patrice O'Neill. C'est pour moi le plus fort. C'est quoi la spécificité de l'humour africain? Ah, c'est des mises en situation. Hein. Ils arrivent très bien à capter des moments de vie, les mésaventures. Tu vois, donc souvent, moi, ce qui me faisait marrer, c'est, tu sais, t'as souvent le mec du village qui arrive en ville, qui connaît rien et qui est confronté aux choses de la ville. Après, bon, ça reste au bled, mais et puis ouais, ils sont chauds aussi pour se moquer des gens, pour caricaturer. La daronne possessive, le daron qui est un peu volatile, enfin tout quoi. C'est vraiment complet, ouais, j'ai des souvenirs de trucs qui m'ont fait pleurer de rire. Récemment, tu as écrit ton premier spectacle qui s'appelle Relations toxiques. Ouais. Tu peux nous en parler un peu et est-ce que tu es fier de ce spectacle? Ouais, je suis fier de ce spectacle. Il a bien évolué. Je vais le défendre encore, je pense, quelques temps. Ce spectacle, c'est bien parce que on va dire que je parle de moi, comment j'ai grandi. Donc je me présente un petit peu dans ce spectacle. On va dire que je me justifie de pourquoi je suis comme ça. Pourquoi tu ressens le besoin de le justifier? Bah, je trouve que c'est bien d'en rire. C'est une manière de me présenter, tu vois, c'est mon premier spectacle, c'est la première fois que j'écris un spectacle, du coup, avec tout ce que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux, avec tout ce que les gens ils peuvent se dire sur moi, je me dis, avec ce spectacle, ça peut répondre à plein de questions, quoi. Et aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Plus grand rêve? Merde. Avoir une grosse baraque, 2-3 enfants, et de temps en temps pouvoir faire des escapades à Monaco. Bien manger, voir mes gamins grandir, devenir grand-père. Ouais, ça, ce serait un bon truc, ça. Voilà, c'est ça mon putain de fucking big rêve. Eh ben écoute mon frérot, comme on dit, on te le souhaite. Ha, j'espère. Tu l'avais où la baraque? Franchement, ceux qui me le souhaitent pas... Oh là là, sont méchants. Hein. Je vous le souhaite à tous aussi, hein, ce que je me souhaite. Ça creuse l'appétit, là, cette petite interview. Ah ouais, hein. Mon frérot, merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Force à toi. Merci à toi. Relations toxiques bientôt en tournée dans toute la Bretagne. Ouais. Et en France aussi. Ouais, et en Afrique, hein. Et aux États-Unis. Et... Sur Mars. Et d'ailleurs, allez vous abonner sur les réseaux de ce bon vieux Fodji et les réseaux de Wagwan sur Instagram, Twitter, LinkedIn. Mettez la cloche. Mettez la cloche et toutes vos conneries du XXe siècle. C'était Wagwan avec Fodji. Peace. Ah bah. On peut juste finir sur...